Nous allons passer donc au rôle de l'assurance maladie dans la planification du parcours patient. Donc j'appelle le docteur Anne-Marie Mercier, qui est médecin conseil-chef régional. Donc nous nous connaissons depuis assez longtemps, puisque à l'époque elle était adjointe au médecin conseil régional. Depuis, elle a fait son tour de France pour nous revenir en Rhône-Alpes, mais en Rhône-Alpes-Auvergne, avec la double casquette de Rhône-Alpes et de l'Auvergne, et la mission de fusionner bien sûr les deux échelons. Et en plus, elle est DCGDR, dans le jargon de l'assurance maladie, c'est la directrice coordinatrice de la gestion du risque dans la région, donc de toutes les classes de la région, et c'est une mission particulièrement importante et lourde. Et je la remercie d'autant plus d'avoir répondu à notre invitation. Je sais qu'elle a un emploi du temps très chargé. Anne-Marie, merci beaucoup. Merci Jean pour ton invitation et merci pour cette belle rencontre et cette belle journée dont la diversité m'a impressionné quand même. Alors, pour vous parler de l'assurance maladie, on est obligé de revenir sur quelques poncifs qui sont que, évidemment, la France a sans doute un système de santé qui est un des meilleurs au monde, mais qu'elle est confrontée évidemment à des tensions qui sont croissantes, le vieillissement de la population, vous le connaissez tous, la transition épidémiologique, les inégalités dans l'accès aux soins, qui restent malgré tout, les inégalités financières, les inégalités territoriales dans l'accès aux soins, un retard certain de notre pays, et la ministre s'est bien exprimée sur le sujet, sur la problématique du tout curatif et du pas assez préventif, l'insuffisance de la prévention qui fait que nous restons quand même devant des enjeux qui sont importants. La soutenabilité financière de notre modèle de protection, on le sait, les dépenses de santé, si on les laisse évoluer spontanément et naturellement, elles évoluent de 4% par an. L'ONDAM les ramène à un chiffre qui est autour de 2% par an, 2, 3, 2, 5, les bonnes années, 1, 8, on peut tomber très bas. En tout cas, il est clair que la courbe, il faut la réduire. Et c'est un peu tout l'enjeu de toutes les actions qui sont à mener pour faire que cette soutenabilité financière pour notre pays soit tenue. Voilà. Ça impose évidemment des évolutions structurelles du système et on ne peut plus, à l'heure où on nous parle de transformation importante de notre système de santé, où tous les enjeux forts sont devant nous, pour mener à bien et pour permettre que ce patient, qui est la préoccupation de tout un chacun ici et partout, soit pris en charge dans un parcours de soins qui soit fluide et qui soit coordonné. Alors les soucis de l'assurance maladie, c'est d'abord les mêmes, c'est d'abord le souci du droit. Je ne vais pas m'étendre beaucoup dessus, peut-être un peu sur le U de CMU, le U de PUMA, l'universalité du droit. On y est presque, on le touche. Puisque c'est une volonté dans notre pays de ne laisser personne sur le chemin et de faire en sorte que ce droit soit le plus universel possible. Les évolutions récentes ont été importantes et notamment aujourd'hui avec les évolutions du droit du travail, l'accès aussi à la complémentaire santé, c'est un élément important dans le droit. Des efforts intensifiés pour réduire le reste à charge supporté par le patient, le RAC 0, le 100% santé. Ça a été dans les débats et ça a été dans les actions récentes un sujet très important avec des actions menées en particulier sur le sujet du dentaire. L'année 2017, l'année 2018 a repris dans le cadre de la négociation avec les dentistes des sujets de cette nature et on arrive aujourd'hui avec ce RAC 0 dans les soins dentaires à avoir remis sur le tapis des sujets majeurs comme la prévention dans le dentaire, comme les soins conservateurs et comme un panier de soins sur lequel il y aura un reste à charge zéro, c'est important pour certaines catégories de patients. La poursuite du tiers payant, je ne vais pas m'étendre, la maîtrise des dépassements d'honoraires, c'est ça l'accessibilité financière aux soins. Il faut continuer de travailler sur cette maîtrise des dépassements d'honoraires. Les actions conduites ont permis de réduire les taux des dépassements d'honoraires. C'est la convention, c'est un peu plus ancien, c'est la convention de 2016 qui a ramené des travaux sur ce sujet-là, des options tarifaires, je parle en particulier à l'Optam, et également des travaux sur les pratiques tarifaires excessives. Je viens de passer quelque temps en Île-de-France, là, d'être le directeur régional de l'Île-de-France,
Et ça a du sens que de parler de ces actions sur les pratiques tarifaires excessives de certains professionnels de santé. Ils sont très rares. L'amélioration de la rapidité et de la qualité du traitement des demandes et la simplification des démarches, oui, c'est très important. Ma collègue va en parler largement parce qu'on touche là à des évolutions dans le domaine du numérique. Mais la petite phrase qui suit est aussi très importante parce que c'est une action récente de l'assurance maladie. À côté du droit et de l'universalité au droit, à l'assurance maladie, à la santé, il y a une problématique importante, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un droit pour exercer ce droit. Et depuis quelques années, peu de temps finalement, l'assurance maladie s'est réveillée peut-être un peu tard sur le sujet, après les observatoires de renoncement aux soins. Depuis quelques années, nous avons découvert que nous avons travaillé sur un sujet important, qu'un certain nombre d'assurés qui avaient un droit ne l'exerçaient pas et que tout cela demandait un accompagnement structuré à l'exercice du droit. Et toutes les caisses de France ont mis en place aujourd'hui, alors quelque chose qui a un sigle fort barbare, des FIDAS, c'est des plateformes départementales d'intervention pour l'accès aux soins. Autrement dit, le patient qui a un droit, on le prend par la main pour l'accompagner dans le soin. Nous ne sommes pas les seuls, on voit aujourd'hui dans les médias des actions importantes sur le sujet, mais en tout cas, c'est un enjeu, c'est un objectif pour chaque caisse d'assurance maladie d'aller jusqu'à se préoccuper de ces patients qui sont les plus sur le bord du chemin du soin. Alors, favoriser l'accès aux soins dans les territoires, la problématique de l'accès territorial aux soins. Renforcement des dispositifs de régulation des professionnels dans l'intérêt du patient. En France, on ne contraint pas. La carte que nous présentait tout à l'heure mon prédécesseur, qui montre une France du Sud bien dotée, une France à mesure qu'on remonte vers le nord de moins en moins bien dotée, et avec une question sur, entre autres, la région parisienne et même Paris aujourd'hui, avec de vraies questions là-dessus. Donc on ne contraint pas, on essaie de convaincre. Et dans les dispositifs conventionnels, se sont installés des dispositifs contractuels de soutien à l'installation de professionnels dans des zones difficiles. Alors ça a des noms barbares aussi, CAIM, contrat d'aide à l'installation des médecins. Pour autant, dans ces noms barbares, il y en a plusieurs, CAIM, COTRAM, COSCOM, il y a des dispositifs pour aider, pour faire en sorte que le médecin qui quitte l'activité accompagne un jeune qui rentre dans l'activité, c'est le COTRAM, ça. COSCOM, c'est la double activité libérale et salariée. Derrière tous ces noms barbares, il y a des aides financières. Et très honnêtement, si je reprenais, il y a beaucoup d'années en arrière, à la fin de mes études médicales, le choix que j'avais à faire, j'ai choisi à ce moment-là, après un parcours hospitalier, de rentrer dans l'assurance maladie. Aujourd'hui, je pense que l'aide financière qui est offerte aux jeunes médecins pour aller s'installer dans des zones difficiles, elle est assez conséquente, elle est en tout cas convaincante pour en bénéficier. Et pour convaincre un jeune médecin de le faire. Surtout que dans ces zones blanches, il ne faut pas oublier pour notre région qu'il y a une vraie zone blanche à peine une demi-heure de la place Bellecour à Lyon. Et cette zone blanche, elle est juste dans l'Ain, dans un endroit que, voilà, on s'interroge quand même sur, de temps en temps, des sujets comme ça. Construction d'une offre de service global répondant à une logique de guichet unique. Alors ça, l'ARS est pas beaucoup représentée dans la salle, c'est important parce que c'est une action que mène l'assurance maladie avec l'ARS pour faire en sorte que les professionnels de santé qui ont le souhait de s'installer quelque part puissent avoir accès à des données. C'est ça qu'un médecin veut connaître quand il s'installe. Et ben, où est-ce que je me pose ? À quelle population je vais avoir affaire, quelles sont les données. Voilà, c'est cette logique-là de guichet unique, de concentrer quelque part toutes les informations qui sont nécessaires pour l'installation et bien au-delà, tout au long de la carrière. L'encouragement à l'exercice pluriprofessionnel ou regroupé. Alors ça, c'est pas une nouveauté. La Fédération des structures regroupées pluriprofessionnelles faisait à Lyon, il n'y a pas longtemps, c'était il y a seulement un an, son 10e anniversaire. Donc les structures regroupées pluriprofessionnelles, elles ont au moins 10 ans derrière elles. Pour autant,
Notre pays en est que peu doté encore, il y en a environ 1000, il y en a plus de 200 dans la région Rhône-Alpes, ce qui nous place dans une position qui est plutôt très favorable. Et par rapport à cet exercice pluriprofessionnel regroupé, il y a une volonté très forte de faire en sorte qu'on encourage cet exercice. Cette volonté, elle s'est concrétisée dans un accord conventionnel interprofessionnel, un ACI, mis en place en 2017. Et cet accord conventionnel, cet accord interprofessionnel, il a permis d'apporter des financements à des gens qui avaient manifesté des volontés. On sait bien que pour tout ça, il ne suffit pas qu'un maire ou un président de communauté de communes ait envie qu'un médecin vienne exercer, construise une belle maison de santé, fasse tout ce qu'il faut pour loger somptueusement les professionnels, pour que des médecins viennent s'installer dans la structure. Il faut autre chose. Et on sait bien que la volonté de travailler ensemble, il faut qu'elle parte des professionnels eux-mêmes, et il faut qu'ils soient aidés. Il faut qu'ils soient aidés par les données dont ils ont besoin, par beaucoup de choses au plan technique et au plan logistique, mais il faut qu'ils soient aidés aussi par des financements, parce qu'il faut que dans ces structures existe non seulement un partage de la maison, mais aussi d'emblée une coordination des soins, et ça demande des financements et ça demande des personnels qui s'engagent sur ce champ-là. Voilà. Alors ça, on en a beaucoup en Rhône-Alpes, nous avons même les plus anciens, dans l'un, les représentants historiques de ce courant-là. Pour autant, le souhait de la ministre, c'est de doubler et d'aller même beaucoup plus loin pour ces structures. Pour autant, ça va lentement, je vous le dis, 10 ans, donc ça va très lentement. Est-ce que l'avenir de la médecine libérale va se situer, et la réponse à ce que nous attendons tous, là, des soins mieux coordonnés, des soins mieux organisés et qui donnent envie aux jeunes médecins d'aller s'installer et de faire de la médecine générale, est-ce que ça va suffire tout ça? Alors, arrive dans le paysage un nouveau concept, celui de la communauté professionnelle territoriale de santé, et vous avez entendu, comme moi, la semaine dernière, les offres, les projets de notre ministre pour aller sur ce champ-là. C'est un pas de plus, une complication de plus. Il y en a quand même une dizaine dans la région, un peu plus d'une dizaine dans la région, de ces communautés professionnelles territoriales de santé. Elles sont pour l'instant des initiatives un peu isolées et des initiatives pas suffisamment accompagnées, même si du côté de l'ARS il y a un petit accompagnement. En tout cas, c'est les chantiers futurs sur lesquels Assurance Maladie, ARS, toutes les bonnes volontés, nous allons largement travailler pour faire en sorte que l'exercice médical isolé du médecin généraliste devienne dans un temps très proche une exception et que progressivement tous les médecins rejoignent une communauté professionnelle et une communauté qui va coordonner un exercice. Renforcement des pouvoirs. Alors c'est juste un petit zoom, parce que l'assurance maladie ne s'occupe pas seulement des droits, ne s'occupe pas seulement de la régulation du système, mais elle a elle-même été promoteur d'un programme d'accompagnement de retour à domicile que les hospitaliers connaissent bien, le programme Prado, qui a commencé par accompagner des jeunes mamans avec des choses qui étaient relativement faciles, mais qui se penchent aujourd'hui très fort sur l'accompagnement des patients chroniques, notamment des insuffisants cardiaques, des pathologies respiratoires aussi, et du grand âge pour le retour à domicile. Garantir la qualité des soins en accélérant la transition numérique. Alors, on a mélangé tout dans cette diapo. La première ligne est importante, un levier important dans la qualité du parcours, c'est le levier de quelque chose qui aussi a fait une apparition un peu en fanfare ces dernières années, c'est le sujet de la pertinence des parcours, et derrière la pertinence des parcours, de la pertinence des actes. Sujet important qui a fait l'objet d'un chantier majeur, d'ailleurs piloté, un chantier de transformation du système de santé national, qui a été piloté d'ailleurs copiloté par le médecin conseil national, le professeur Olivier Loncan. Les éléments commencent à sortir. C'est un sujet qui n'est pas tout à fait récent, puisque dans les régions, nous avions mis avec l'ARS en place des instances régionales d'appui à la pertinence des soins. L'instance de notre région fonctionne dans le giron ARS Assurance Maladie. Elle est pilotée, le président et le professeur Michel, qui est un professeur
de santé publique et nous travaillons sur des sujets importants de pertinence des soins, de pertinence des actes, de pertinence des parcours. Exemple, nous travaillons sur la problématique du recours à l'appendicectomie et nous allons nous lancer sur un sujet beaucoup plus important qui est celui du parcours de l'insuffisance cardiaque. Le développement de nouvelles rémunérations, on l'a évoqué, c'est en devenir, les nouvelles pratiques, les infirmières, les IPA, les infirmières de pratique avancée. Le développement de la télémédecine, on en a beaucoup parlé, la télémédecine rentre dans le droit commun puisque la Convention a installé les 2 actes de téléconsultation, de téléexpertise avec des financements. J'ai entendu les remarques qui étaient faites sur le montant de l'acte, mais ce qu'on vise là, c'est bien sûr la généralisation, une utilisation beaucoup plus importante que les expériences qui sont nées de quelques pionniers que je salue. Parce que même s'il a fallu 10 ans pour développer en France la télémédecine, il a fallu des pionniers pour en arriver où nous sommes. Le DMP, je crois qu'Yvon Berlière a tout dit, c'est l'homme du DMP, c'est l'homme de la réussite du DMP, et je pense que ce qu'il fait est quand même très important, et qu'il ne reste pas dans son bureau, il est sur le terrain, il écoute, et finalement, tout va vers lui, c'est magique. L'intensification des échanges, je vais donner la parole à ma collègue Sandrine Lang, parce qu'elle va en parler beaucoup mieux que moi. Merci à toi.